été arrêtés le 12 novembre 1943, après une journée du 11 novembre qui restera marquée dans ma mémoire, parce que il y avait à Clermont-Ferrand la faculté de Strasbourg qui était repliée là. Et c'était des gars remarquables pour la majorité d'entre eux. Et je me souviens que le 11 novembre, nous habitions très près de la grande place de Clermont-Ferrand, qui est la place de Jaude. Très grande place, rectangulaire, laide mais grande. Et nous avons... Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été embarqué là-dedans alors que j'étais au lycée seulement. On a fait le tour de la place le 11 novembre avec 2 bâtons que nous tenions comme ça sur les épaules. Et chaque fois, enfin, ils m'en ont donné 2, j'ai fait comme eux. J'étais tout petit, j'avais 16 ans. Et puis on tapait les 2 bâtons par terre. Puis on les remettait sur les épaules. Et on tapait les 2 bâtons comme ça, on les remettait sur les épaules. Et on a tourné comme ça, jusqu'au moment où la milice nous a dispersés, évidemment. Et j'ai compris après que ça voulait dire 2 Gaules. 2 Gaules, 2 bâtons, 2 Gaules. Voilà, c'était assez astucieux de leur part. Mais enfin, ça a énervé un petit peu la milice. Et la police française. Et le lendemain matin, le 12 novembre, à 6h30 du matin, nous avons été arrêtés. Et alors, curieusement, mon père a été prévenu qu'on allait être arrêtés. Et comme beaucoup de juifs de l'époque, car nous avons été arrêtés pour ça, il n'y a pas cru. Il était français, par naturalisation, bien connu en Pologne, mais il a été naturalisé en 1920. Il a fait la guerre de 14. Il a été décoré à ce titre. Et il disait toujours, moi, français, non, on ne m'arrêtera pas. Hein. Et des amis qui sont toujours vivants, d'ailleurs, puisqu'ils étaient là à ma remise de décoration. Donc des vieux monsieur, très vieux monsieur, connaissaient un milicien qui jouait le double jeu et qui, sachant qu'il connaissait la famille Braun par l'intermédiaire de ma sœur aînée, elle nous a fait prévenir. Et mon père a dit, c'est pas possible. Mais alors, pour soulager ma maman, qui était quand même assez anxieuse, on est allé coucher chez une amie de mes parents pendant 3 nuits. Ce qui fait que la nuit, on allait coucher là-bas. La journée, moi, j'allais au lycée comme si tout se passait bien. Mon père allait à son magasin. C'est de dire qu'on n'était pas tout à fait planqués. C'était pas tout à fait comme ça qu'on envisage les cachettes. Et puis, à 6h30 du matin, après que mon père eut dit, vous voyez bien que j'avais raison, tout s'est bien passé, il n'y a rien eu. Et on est rentré la veille, donc le 11 novembre. Moi, je me suis fait un petit peu engueuler par mon père qui estimait que ce que j'avais fait avec les étudiants de l'université de Strasbourg était un petit peu quand même... c'était pas très bien. Enfin, non pas qu'il était contre De Gaulle, à loin près, mais dangereux, disait-il, et imprudent, pour le moins. Et donc, à 6h30 du matin, ils étaient là. Pour arrêter mon père. Uniquement mon père. Ils sont venus, c'était des miliciens français. C'était 5, 6 peut-être. Vous avez un appartement au premier étage, en plein centre de Clermont-Ferrand, juste en face de la préfecture, 10 rue La Tour de Vergne. Et il y avait un entresol où on pouvait accéder de notre appartement par quelques marches qui descendaient. Et mon père, c'est tout qu'il les a entendus, est parti par essayer de partir par l'entresol qui donnait dans l'escalier, évidemment. Et ils étaient là pour l'attendre, bien sûr. Et puis, alors qu'ils n'avaient ordre que d'arrêter mon père, quand ils ont vu qu'il y avait un appartement ma grand-mère, qui était grabataire, très malade, ma petite sœur, de 10 ans et demi, ma mère, moi qui avais 16 ans, ils ont décidé, alors qu'ils n'en avaient pas ordre du tout, ils ont décidé d'embarquer, c'est le mot qu'ils ont utilisé, ils ont décidé d'embarquer tout le monde. Ils ont effectivement embarqué mon père, ma mère, ma petite sœur et moi, ils ont simplement laissé ma grand-mère. Je crois qu'elle est morte toute seule là, puisque vous avez mis les scellés. L'appartement où personne ne pouvait entrer, voilà. Voilà comment a commencé cette aventure dramatique.
trouvé d'abord à la prison de Clermont-Ferrand, qui était avant une caserne, dans laquelle était le 92e régiment d'infanterie. Je crois que c'était le 92e, oui. Et puis, oui, puisqu'on disait la caserne du 92, oui, c'est ça. Et puis, on était dans une grande salle, il n'y avait pas que nous là, il y avait d'autres arrêtés avec nous aussi, et d'autres gens qui, eux, étaient des héros. Nous, on n'est pas des héros, hein, parce que si moi j'étais arrêté, c'est pas par héroïsme, c'est simplement parce que je suis né de culture juive, et que mon père était de culture juive, et que ma mère était de culture juive, ainsi que ma petite sœur, donc c'est pas par héroïsme du tout. Mais par contre, les autres étaient là, et il y avait, je sais pas, 4-5 autres types, je ne peux pas dire combien, mais il y en a un dont je me souviendrai toute ma vie, et qui partira avec moi dans mon souvenir, alors qu'il est mort là-bas. C'était un grand type, du moins paraît-il grand, moi qui étais petit. Il était blond, il avait un accent du Nord à couper au couteau. Et chaque fois qu'il était appelé en interrogatoire, comme les autres d'ailleurs, il revenait en sang. Mais ce qu'il avait en plus des autres, c'est qu'il avait les 2 mains attachées dans le dos avec des menottes. Et les bracelets étaient tellement serrés qu'il y avait du sang qui perlait à chacun de ses poignets. Quand il revenait, tu imagines dans quel état il pouvait être. Et c'était maman qui lui donnait à manger la soupe que nous avions. Et ce qui m'a infiniment surpris, touché et a gravé ma mémoire, c'est que ce type, entre chaque bouchée, chantait des berceuses. Alors, je ne sais pas si tu imagines cette image complètement folle d'un type en sang, avec les mains dans le dos, attaché par des menottes, et chantant des berceuses alors qu'il souffrait le martyre. Peut-être pour un de ses enfants, ou qu'il avait laissé là-bas, ou peut-être pour un enfant qu'il souhaitait avoir, je ne sais pas. Il chantait des berceuses, et j'entends encore dans ma mémoire le son de cette berceuse, qui commençait toujours par « Petit bonhomme, tu pleures, je connais ton chagrin ». Et c'est tout ce dont je me souviens. Malheureusement, je voudrais m'en souvenir davantage, mais lui, par contre, est resté très, très profondément gravé en moi. Et un jour, il est parti et on ne l'a plus revu. On est resté là-bas, je ne sais pas. Je pense qu'on a dû rester une quinzaine de jours à peu près. Mon père était appelé aussi en interrogatoire. Et là j'avais la trouille. La vraie trouille, t'imagines, la trouille qu'on peut avoir quand on a mon âge. 16 ans, gamin. Car 16 ans de l'époque, nous étions des gamins, nous n'étions pas du tout les 16 ans de maintenant. Les 16 ans de maintenant sont à peu près avertis du tout. Moi, j'étais averti de rien. Et mon père était appelé en interrogatoire et j'avais une frousse effroyable. Je crois que c'est là où j'ai eu ma première grande trouille. Parce que, avant, quand on a peur le soir, c'est, comment dire, du marketing, pour que sa maman vienne nous faire un petit câlin. Hein, c'est pas la vraie trouille. La vraie trouille, on l'a dans d'autres circonstances. Et cette trouille, je l'ai eue là-bas. Quand mon père était appelé, chaque fois je me disais, quand je voyais les autres venir ensemble, je me disais comment lui va revenir. Et comme il n'avait rien d'autre à dire que le fait que nous étions juifs, il n'avait rien d'autre à avouer. Et je crois que mon père n'était pas de la résistance, sinon je l'aurais su, je ne le crois pas du tout. Il n'a pas été torturé, heureusement. Et puis nous sommes partis, donc à peu près 15 jours après, peut-être. Et alors que dans le train, dans la prison, pardon, j'avais connu la trouille, là, dans le train, j'ai connu la connerie. Mais la connerie qui fait mal, la connerie qui blesse, la connerie qui te touche dans ta dignité. Et je dis toujours aux enfants, faites attention aux paroles, aux mots, car on blesse les gens par des mots. Et ceux-là m'ont blessé, non pas par des mots, mais par une absence de mots. Mon père, qui donc était français, puisqu'il était arrivé en France au début du siècle, à je ne sais quel âge, il est né en 90, donc il devait avoir 10-12 ans peut-être, se considérant complètement comme français, et je dis toujours avec beaucoup d'affection et une certaine nostalgie,
que pour mon père, sûrement ses ancêtres avaient bâti Versailles, tellement qu'il se sentait imprégné de cette culture française. Et, et donc mon père, dans ce wagon où nous étions tous les quatre, wagon de troisième classe, en bois, comme c'était à l'époque. Il y avait 3 classes dans la SNCF, ça ne s'appelait pas SNCF d'ailleurs. Nous étions donc dans ce compartiment, nous quatre, maman, mon père, ma petite sœur et moi, et 2 gendarmes qui nous gardaient. Et mon père essayait d'engager la conversation avec ces 2 gendarmes. Et ces gendarmes ne répondaient pas. Et j'étais absolument subjugué par cette non-parole, par ce non-verbe. Je me disais, mais pourquoi ne répond-il pas à mon père? C'est une chose que je ne comprenais pas bien. Ça veut dire que même pour eux, ces connards-là, nous n'étions pas des humains et qu'on ne parle pas des non-humains. Et mon père essayait de leur parler, il ne répondait pas alors qu'il n'était pas du tout agressif. À un certain moment, j'ai eu envie d'aller faire pipi, ce qui est bien normal, quand même, quand on faisait Clermont-Ferrand-Paris en 9 heures à l'époque, hein, au moins. Et alors il y en a un qui m'a accompagné, qui a mis son pied dans la porte du water pour éviter que je ferme la porte, comme si j'allais foutre le camp dans le petit trou des water. Il faut quand même cette connerie-là. Et puis nous sommes arrivés à Drancy, là, je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. Non, je me souviens plus très bien, si ce n'est que c'était des bâtiments de 4 étages, il n'y avait pas de fenêtre, me semble-t-il. C'était des immeubles qui n'étaient pas achevés. Ma maman et ma petite soeur couchaient dans les 2 premiers étages, comme toutes les femmes, et les hommes, mon père et moi, on couchait dans les 2 derniers, le 3e ou 4e, je ne sais plus. On couchait sur les grabats, par terre. C'est donc surtout, je ne me souviens pas grand-chose, si c'est ici quand même. Une chose me revient parfois, lorsque j'évoque Drancy, où on est resté que quelques jours. Et ce qui me revient, c'est les képis des gendarmes. Je voyais passer comme ça les képis des gendarmes, de l'autre côté, du côté de la liberté, ils étaient. Et je voyais les képis passer au-dessus de la barrière qui fermait le grand U que représentaient ces bâtiments qui existent encore. Et je voyais passer les képis et je ne comprenais pas. Comment pouvait-il être aussi lâche pour jouer ainsi le jeu de ceux qui occupaient la France et qui la ruinaient? Je n'ai toujours pas compris, à 78.